Bonjour les amis, aujourd'hui je vais poster sur YouTube la deuxième de mes nouvelles consacrées aux péchés capitaux et aux vertus. La première était consacrée à la gourmandise, on peut la trouver facilement sur YouTube. Cette fois je vais donc parler de la paresse. Dans la représentation morale traditionnelle, la paresse mène à l'insignifiance, voire, dans le pire des cas, à la dégénérescence, au néant. Particulièrement intéressant, c'est le cas de l'enfant auquel on dit souvent, quand il ne fait rien, un enfant qui, par exemple, préfère admirer les coccinelles que faire ses devoirs, on dit « si tu ne fais rien, tu ne deviendras rien » ou bien « tu es un vrai légume ». Troublant, non, surprenant. Il faut prendre ce danger très au sérieux. C'est dans ce sens que j'ai traité de la paresse ici, dans le sens d'un processus de déchéance qui mènerait jusqu'au règne végétal, à devenir une plante. Voilà, bonne écoute et bonne vision. Paresse. Je me vois là, les pieds dans l'eau, du moins ma tige dans l'eau. Il n'est plus en mon pouvoir de m'en étonner. Je suis appuyé contre une algue. Cette algue bleuâtre, c'est mon Éric, mon patron, j'en suis sûr. Une algue d'un cérule un peu irisé, un long filament qui danse dans l'ondulation de cette espèce de grande mare saumâtre où nous sommes pris. Depuis quand sommes-nous ici? Le temps. Ne me parlez plus du temps. Le temps, cela n'a plus aucun sens pour nous. Mais comment se fait-il que moi-même qui ai maintenant l'aspect d'une plante sans couleur, sans odeur, informe, indéfinissable, que moi, je pense et me souvienne encore, pour quelques instants? Je ne sais pas. La toute première plante de la nature, pensait-elle? La plante mère de toutes les autres? Je ne sais pas. Difficile à croire. Je ne sais pas. Je ne comprends plus rien. J'en suis là, dans cette relique de mer putride, en attendant de disparaître tout à fait. Un homme passe devant moi, il conduit son âne, ou plutôt, il essaye de le faire avancer, mais l'âne n'avance pas. Et le petit homme aux grands yeux ébahis, à la bouche immense, effectue de grands moulinets dans les airs avec ses bras, et parfois, il semble implorer le ciel de faire obéir son aliboron, ce ciel qui lui a donné une telle Jans de vauriens de fichues bestioles à longues oreilles et au sexe interminable. L'homme remue tout grand ses mâchoires, qui ressemblent beaucoup à celles de son compagnon velu, et il gronde, impatient et tendre à la fois. « Eh bien, toi, ce n'est pas que tu sois un dolang, non. Tu n'es pas bête non plus. Les ânes ne sont pas bêtes. Au fond, voilà ce que tu as. Tu es plein de discernement. Indolang, oh que non, tu es plein de discernement. Indolent, ce mot réveille en moi ma mémoire de plantes sans plantes, de plantes sans qualité, comme un déclic. Je me souviens que nous étions avachis sur le grand divan, dans la vieille petite maison ensoleillée, brûlant de la chaleur de l'été méridional. Depuis plusieurs semaines, nous levions à peine, nous nourrissions tout juste assez. Mon patron, que j'appelais depuis peu par son prénom, Éric, parce qu'il m'avait demandé de le faire, grattait parfois mollement son baglama et passait l'archet à moitié distendu et dépourvu de nombre de ses cordes, de sa lyra crétoise. Depuis sans doute à peu près un mois, rien ne bougeait nulle part. Nous restions à peu près immobiles, par moments vaguement couchés l'un contre l'autre. Pas trop, cependant, pour ne pas risquer d'éveiller le désir et donc la tentation d'efforts trop pénibles. Nous sommes venus là, ensemble, sur ce bout de côte magnifique et complètement, séculairement assoupi. Mon patron, Éric, m'a emmené là. Depuis longtemps, je lui servais de confidente, bien au-delà des tâches qu'imposait ce labeur monotone, mais lucratif. De lui, je connaissais tout.
c'est-à-dire tout ce qui faisait de lui un personnage complètement inséré dans le présent et dans une tribu, la nôtre. Une vaste tribu aux dimensions du monde entier, où pourtant il éprouve de sérieuses, de profondes inquiétudes et un invincible accablement. Un accablement qui naît de cette tâche pesante, complexe et dépourvue de vraie finalité, de vraie signification. Lui et moi à sa suite, nous éprouvions une pénible torpeur, un lourd malaise fumeux, vague et insistant à la fois, une sorte d'éternel retour de la même nappe plombée de brume, dans nos existences captives, dans cette liberté illusoire qui en réalité nous imprimait obstinément le même mouvement absurde comme à deux poussas d'inégale apparence et d'âge dépareillé. Nous sommes donc partis le long de la côte abandonnée jusqu'à cet endroit presque désert, et nous avons pris possession de cette petite masure d'un blanc aveuglant. En face, un prêtre mystique et déviant a construit une chapelle minuscule qui ne peut contenir qu'à peine 3 personnes. Et parfois, rarement, quelques femmes vivant à une dizaine de lieues au moins viennent prier et méditer avec lui. Et puis, un matin, Eric, mon cher patron, a commencé à s'agiter. Cela faisait de longues semaines que cela ne lui était plus arrivé. Il voulait que nous fassions l'amour, et il a commencé à me caresser, puis à me déshabiller en susurrant une vieille chanson ringarde, une chanson à grandes fleurs et à pas de def. J'ai grogné doucement, j'ai fait quelques gestes pour me débattre et me suis retourné vers le mur. Je n'ai pas envie du tout, pas envie de bouger, et je murmurai. J'ai vu les lèvres d'Éric trembler sous sa barbe poisseuse et murmurer quelques mots, mais je n'ai rien compris. De longues heures se sont écoulées. J'essayais de lire le livre indigent que j'avais emmené par curiosité, le dernier Renaudot, mais je n'arrivais pas à fixer mon attention sur le texte. J'ai fini par demander à cet Éric qui exigeait silencieusement de moi que je le materne comme un enfant trop vite grandi et nullement mûri. « Dites, voulez-vous bien aller me chercher mes sermons de maître Eckhart ? Ils se trouvent dans la petite alcôve, au fond, sur le guéridon. » « Non, je n'irai pas chercher ce livre, trop loin, trop crevant. » Grand silence, long silence, silence cosmique. Irritation contre tout ce qui dépasse notre métier et sa petite personne. Et surtout, pas le moindre effort. Surtout pas se soulever de tout son corps pesant sur ses jambes. Je ne sais pas combien de temps nous sommes encore restés là, avachis de tout notre long sur ce divan trop large et trop mou, une journée et une nuit au moins, dans la touffeur, tout volet clos. Au bout d'une durée indéfinissable, je suis tombé dans une sorte de coma, et sans doute aussi Éric. Cela ne ressemblait pas à un sommeil habituel, il s'agissait de toute autre chose. J'ai totalement perdu conscience, plus aucune pensée, plus aucun sentiment, rien, absolument rien. Et puis, je me suis senti revenir à moi, mais je me suis aperçu que mes bras et tout mon corps, et ceux de mon patron aussi, se couvraient d'un pelage grisâtre tacheté de larges marques plus claires. Une sorte de colère furieuse, une rage folle nous agitait en tous sens. J'éprouvais une faim terrible qui me poussait à tout détruire, à bondir dans toutes les directions dans cette maison trop blanche, aveuglante, trop silencieuse. Ma faim me terrifiait. Et dans ces lieux, rien, absolument rien n'a mangé. Pas la moindre petite pièce de charogne. Oui, j'éprouvais un besoin terrible de déchiqueter une charogne à pleines dents. L'odeur de charogne, je la humais par-delà l'odeur de la chair encore assez fraîche de l'autre hyène, qui bondissait furieusement à mes côtés, car nous prenions rapidement l'apparence d'hyène, tous deux, et nous comportions comme tels. Je crois qu'à un moment, j'ai bondi sur mon compagnon, à l'instant même où il s'apprêtait à le faire. On dit que les hyènes femelles montrent plus d'agilité que leurs congénères mâles, et j'ai commencé à mordre ses chairs à belles dents, faute de viande avariée. J'ai planté mes crocs dans ses épaules,
Puis, comme il se débattait, se protégeait en me tournant le dos, mes dents ont atteint ses fesses charnues. J'ai commencé à déchirer férocement ses chairs. Le sang a fait écumer mes babines retroussées, d'où s'échappaient, je crois, de longues plaintes stridentes. L'autre a contre-attaqué. Il m'a rudement mordu le ventre, les fesses, les joues, surtout les fesses. Il voulait me dévorer, lui aussi. Nous avons chacun essayé de saisir l'autre dans notre gueule, de calmer notre faim avec les chairs de l'autre. Les yeux de mon comparse me terrifiaient. Révulsé, sanguinolent, il me fixait, hagard, et j'y lisais une terreur égale à la mienne. Habits réduits en charpie, yeux rougeoyants de sang et d'avidité, et des plaies un peu sur tout le corps, et toujours cette faim qui ne diminuait pas. Je suis tombé, exténué, ce qui me restait de vêtements imbibé de mon sang et de celui de l'autre. Je me suis écroulé. Je respirais très fort. Je crois que je geignais, ou que je vagissais, ou que je hurlais. À nouveau sur ce fichu divan, couché sur le dos, je voyais, mal à cause du sang et de la faim et de la douleur infernale qui me lançait sur tout mon corps, je voyais mon comparse prostré à terre, au pied du matelas. Et tout défilait devant moi maintenant, comme si rien ne me concernait plus. Je sombrais lentement dans une passivité absolue. Et j'ai vu alors mon pelage horrible disparaître. Ma peau a pris une texture toute lisse et une fascinante couleur rosée. Petit à petit, j'ai à peu près perdu la vue, ou presque, tout juste. Je ne parvenais plus à bouger, ni à penser. Poussé par je ne sais quoi, je me suis précipité vers la vieille salle de bain délabrée, dont nous ne nous étions à peu près jamais servis auparavant. Éric, celui qui avait été Éric, m'y a suivi. Et avec ce qui nous restait d'yeux, c'est-à-dire de minuscules points noirâtres, nous nous sommes contemplés dans le grand miroir ébréché. Et j'y ai vu deux êtres tout roses, avec une peau très lisse, et seulement des espèces de rameaux très fins qui se développaient de côté et s'agitaient parfois avec une certaine grâce. Nous avions tous deux l'aspect de boudins, des boudins roses. Je me suis examiné, ahuri. À côté de moi, j'ai entendu un bruit saccadé et gluant, comme si une méduse avait éclaté de rire, quelque chose de ce genre. Notre dégringolade régressive nous avait transformés en holoturies. Nous avons roulé à terre et nous nous sommes dirigés ainsi au hasard. Et nous voilà accointés solidement dans la réserve où s'entassait un bric-à-brac incomparable. Des plants de romarin, des chardons comestibles, 4 hiboux empaillés, 2 petits ducs, un grand-duc, une chouette arfan éblouissante, des services de porcelaine, de Limoges et de vastes pots de chambre en céramique, des costumes de théâtre pour jouer les rôles des rois mages tricolores devant le petit Jésus, et puis beaucoup de livres, les livres de spiritualité, auxquels mon patron, arrogant, me daignait l'accès à moi, sa petite secrétaire, et dont, trop lasse, je n'ai rien lu. Plotin, Toller, Jacob Böhme, et puis Denis l'Aréopagite. Oui, depuis des semaines, des mois entiers, je n'ai pas lu, pas médité, encore moins prié. Et la nature et l'esprit se vengent de moi, comme il semble aussi se venger d'Éric. Passivité fatale, irrémédiable. Et maintenant, comment respirer, comment me nourrir et de quoi? Ça respire comment et ça mange quoi? Une holoturie. Corps enfermé en soi-même, des filaments arborescents pour seuls membres, des ébauches de tentacules pour mains, des yeux qui disparaissent peu à peu dans ma chair rose et coriace, et mon esprit incarcéré en voie de liquéfaction, et ce terrible sentiment d'enfermement. Ça mange quoi, un boudin de mer? Je n'ai pas eu à me poser longtemps la question. Une odeur pestilentielle de vieux poissonniers distraits et de marées envahit tout mon pauvre être de boudin rose. Et ensuite, plus rien. D'abord comme des étoiles blafardes et clignotantes, puis plus rien. Longtemps, longtemps sans doute. Une durée infinie.
Un immense craquement m'a arraché de ce sommeil animal, et je ne sais comment je me suis retrouvé dans cette grande flaque d'eau salée, ce qui me tient lieu de pied, fiché dans l'eau, séparé de la mer par une mince bande de vase. Une fois de plus, j'essaye d'examiner ce que je m'obstine à prendre pour mon corps. Je vois des épines partout, sur ma tige, mes feuilles, et en haut, sur ma fleur. Ma tige en est complètement couverte. Ma tête, elle ne ressemble à rien, je suis obligé de l'avouer. Un peu sans doute à une fleur de chardon d'un mauve pâle, vous savez, comme celui du 15 écossais, et de longues feuilles très acérées longent vers le haut, mon corps famélique et vert. Et j'entends un homme hurler au loin avec un fort accent provençal, comme s'il s'en prenait à un animal rétif et sourcilleux quant à la mesure du travail qu'il est censé fournir. À mes côtés, un long filament bleu flotte mollement dans l'eau croupie et salée. L'une de ces algues troublantes par leur aspect archaïque, comme on en voit souvent dans les portions de mer un peu délaissées, un peu à l'écart de tout. Mais cette plante-là occupe une position bizarre, à moitié en surface, à moitié plongée dans cette petite mare qui subsiste d'on ne sait quel débordement. Cette algue émet une sorte de rayonnement spectral, aux reflets violacés, quelque chose de sinistre et de morbide, comme d'une maladie lancinante et désespérée. Cette algue bleue et primitive, c'est Eric, j'en suis sûr. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en suis sûr. Ce végétal mou et antédiluvien et ses émanations, c'est ce qu'il est devenu, ce que sa passivité lourde et fatidique a fait de lui. Une plante encore plus primitive que celle que je suis devenue, moi, et l'esprit mauvais qui s'en dégage. Moi, je vois mon corps se transformer lentement. Mes épines disparaissent. La fleur, blafarde et acérée qui me sert de tête, disparaît. Mes longues feuilles dures comme métalliques et aiguës comme des javelots disparaissent lentement. Ma tige devient elle-même complètement lisse. Je finis par ne plus ressembler à rien. Je ne pourrai plus me décrire. Une plante toute lisse, d'une vague couleur un peu verte, d'un pistache éteint. Quelques feuilles informes. Un schéma de plante, un fantôme, une esquisse de plante. La plante qui se cache dans toutes les plantes. Je ne pense plus rien maintenant, je ne ressens plus rien non plus. Je me sens seulement osciller dans la brise marine. Silence absolu.